ben, ça commence à tirer. J'étais à ce moment-là professeur de faculté, et je n'avais absolument pas l'idée, le moindre idée, de devenir paysan. Tout juste pouvais-je plus ou moins rêver d'une manière romantique de la vie de berger. Pouvais-je, à la manière de Giono, sans que ça soit plus sérieux que Giono, rêver de la vie paysanne. En vérité, nous étions tous, de par nos origines, très loin de ces perspectives. Arrive la guerre de 1940. Je me suis aperçu à ce moment-là que je n'étais qu'un cérébral, croyant jusqu'à présent que j'avais été un véritable homme. Il ne suffit pas d'être un intellectuel pour être un homme. J'étais lieutenant à la démobilisation et j'étais commandant de groupe pratiquement 2 mois après. Et ça m'a évidemment mis dans une situation que j'étais nullement préparé par mes études et même par le caractère que j'avais. J'avais sous moi des hommes beaucoup plus âgés que moi et des officiers d'active. C'était pas très normal. De sorte qu'on a trouvé un commandant, un chef d'escadron de l'active qui m'a remplacé. Et pour ne pas me laisser sous les ordres de ce chef d'escadron, on me prit l'état-major de la 2e armée de l'air. De sorte que j'ai vécu là 3-4 mois, donc je ne me rappelle plus très bien, dans un climat d'état-major d'armée de l'air. Et ça m'a fait faire aussi beaucoup de réflexions. Parce que autant j'avais déjà une opinion assez moyenne des hommes que je commandais, autant mon opinion des officiers que je fréquentais dans l'armée de l'air était encore moins bonne. Combien de fois, à la sortie du mess, nous étions dans un château comme il convient à un état-major, je suis monté au cimetière qui dépassait, qui longeait le château, et j'allais un peu méditer pour me reposer du bruit du mess. J'allais un peu méditer sur les tombes de ces vieux paysans qui avaient construit le pays et qui avaient trouvé là la possibilité d'être beaucoup plus hommes et sans la prétention de l'être que beaucoup de ceux qui étaient à la table du général commandant la 2e armée de l'air. Et dès ce moment-là, je disais, en souriant bien entendu, à mes collègues de l'état-major que je me ferais berger après la guerre. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, alors, après la déroute, dont j'ai toujours conservé un souvenir extrêmement vivant et qui n'a jamais été effacé complètement par l'héroïsme que l'on a pu constater dans un nombre considérable de cas lors de la résistance, j'ai pensé qu'il fallait reprendre tout par la base et qu'un pays qui n'était pas capable de faire des hommes ne pouvait pas, par la simple réforme de structure, ou de retrouver à la fois son équilibre et sa prospérité matérielle et humaine. J'avais réussi à trouver autour de Lyon, à 200 km de Lyon à peu près, une propriété grâce à de multiples annonces que j'avais faites auprès des avoués et des notaires des régions montagneuses qui environnent Lyon. Propriété que je demandais sans confort moderne et d'accès où l'on n'exigeait pas non plus un accès facile. Je suis parti seul avec ma femme, nous sommes montés à la fin de novembre 40, tous les deux, avec un petit baluchon sur le dos, dans cette grange. Et pendant 2 ans, j'ai été à la fois professeur à la faculté de Lyon, où j'avais été muté, et d'autre part paysan, à ma manière, avec mes possibilités. J'avais un voisin extrêmement fraternel qui m'a appris tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir bêcher, labourer, avoir un petit troupeau d'une 20aine de brebis, et puis enfin me nourrir, parce qu'en définitive, là, pour se nourrir, il fallait d'abord semer et cultiver. Là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas de culture humaine possible. Il n'y a qu'une culture intellectuelle.
Il n'y a d'ailleurs même pas de culture spirituelle véritablement possible s'il n'y a pas risque. Parce que où il y a vraiment recherche, il y a toujours risque. Et risque non seulement sur le plan de la recherche, mais sur le plan matériel aussi. Le résultat, c'est que si je voulais que mon expérience soit un peu réelle, malgré toutes les déficiences que je pouvais avoir, il était nécessaire que je rompe avec la sécurité que me donnait très généreusement mon poste de professeur. J'espérais, et c'était un peu mon utopie, que mes collègues de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et surtout primaire, qui viendraient avec moi l'été, pourraient faire une communauté, je dirais, à la fois religieuse comme celle que nous avions jadis, spirituelle, intellectuelle, très certainement, car nous n'avions pas perdu du tout nos besoins de recherche religieuse et intellectuelle, mais aussi manuelle. Le travail manuel étant pour moi le contre-effort indispensable pour équilibrer les cerveaux et obtenir d'eux un bon sens que, je dirais, l'abstraction des livres ne donne pas toujours, même aux plus cultivés. Il faut bien avouer que mon utopie m'a vite, j'ai eu l'occasion vite de déchanter, parce qu'en vérité, quand les professeurs sont en vacances, ils ont plus envie de se reposer que de travailler. Et d'autre part, il faut bien l'avouer aussi, rien de leur passé, en général, ne les prépare à un travail manuel vraiment efficace. Les paysans de l'Èche-en-Divoire, puisqu'il s'agit d'eux, mais je pense que ça dépasse de beaucoup la localité particulière où je me suis trouvé, oui, ont encore, peut-être un peu moins maintenant, une sagesse séculaire dont ils ne connaissaient pas la valeur, mais qui d'une certaine façon leur était extraordinairement précieux et me manquait complètement. Il est difficile, quand on vient d'un milieu de citadins, et finalement d'un milieu de bourgeois, parce que les professeurs, mon père était professeur, sont des bourgeois, même lorsqu'ils parlent mal des bourgeois. Eh bien, il est difficile de sortir de sa classe sociale pour appartenir réellement à une autre classe sociale. C'est extrêmement difficile, c'est même probablement impossible. J'ai travaillé comme les paysans, peut-être un peu plus qu'eux. En tout cas, je me suis certainement beaucoup plus fatigué qu'eux. J'ai gagné ma vie comme un paysan, quoique, en vérité, depuis quelques années, j'en avais moins besoin. Je l'ai gagné beaucoup moins bien qu'eux. Parce que, pour vraiment gagner sa vie comme paysan, je ne dis pas qu'il faut être nécessairement maquignon, mais il faut être capable de tenir tête aux maquignons qui sucent les paysans comme poux sucent le sang. Il ne faut par conséquent être capable de résister. Un bourgeois, même très à gauche, est incapable de résister à un maquignon lorsqu'il s'agit de son confort, de réparer un robinet, refaire une toiture, et ainsi de suite. Et j'en appelle à l'expérience de toutes les personnes qui font actuellement des dépenses considérables pour leur résidence secondaire. Eh bien oui, il est certain que je dois l'avouer très humblement. Si je n'avais pas eu de l'argent, je n'aurais pas pu tenir ma vie de paysan. Et je serais revenu, puisque cela m'était possible, professeur de faculté. Un professeur de faculté, je dirais, enfin l'expression est peut-être un peu triviale, mais un peu honteux, nullement glorieux, nullement glorieux. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et je ne le regrette pas, car c'est peut-être mon mérite, mon seul mérite, après celui d'être devenu paysan, c'est d'y être resté
malgré que je sois resté moi-même un paysan médiocre.